I kept a list of words according to their shape and texture. Words round as a 3, gobble, cupboard, cabbage. Pointy as a 4, jacket, wife, quick. Shimmering as a 5, kingdom, shoemaker, surrounded. Numbers felt like my first language in a way that English never did. English felt to me like a foreign language. And so being able to recite these numbers like a poem composed in numbers, or story composed in numbers, was for me a way of expressing myself, communicating with other people, and realizing for the first time that I had a gift for communication, which is paradoxical because I'm also on the autistic spectrum. I was born with what we call high-functioning autism today, and often people on that spectrum, even on the highest end, find language difficult. It was my case growing up, but it's something that I've learned to master. Ljósmóðir is an Icelandic word. It's one of my favourite words. It means midwife, but it literally means light mother. And this is, of course, the first, 10, 12 digits of pi. My language, the language of numbers, which I used and understood as a child. It's a private language. Of course, nobody understands it apart from me. We know that there is this fantastic potential, and what the barrier is, in part, is society. That society, up until very recently, did not realise that people on the autistic spectrum had creativity and could create. They assumed that people could memorise, they could be like machines in a way, robots, calculators, but not writers, not artists, not sculptors. One day, intent on my reading, I happened on Lollipop, and a shock of joy coursed through me. I read it as 1011 E-pop, and I thought it the most beautiful thing I had yet read, half number and half word. Bien. Merci Daniel Damet d'être avec nous aujourd'hui. Alors Jacques Lacan, en 1977, faisait un commentaire sur sa façon d'accueillir ses analysants. Et figurez-vous qu'il se disait pas poète assez, pas assez poète. Et il invitait les psychanalystes à conduire l'analyse de leurs patients vers la poésie. Il proposait justement que les analysants usent de mots comme le poète. Alors évidemment, ce colloque d'orientation psychanalytique ne pouvait avoir lieu sans cette invitation à un poète. Je vous remercie de l'avoir accepté. Et puis, pas n'importe quel poète, parce que Daniel Damet, nous venons de l'entendre, a inventé une langue tout à fait singulière, la langue numérique. Vous l'écrivez dans plusieurs de vos ouvrages. Et donc, évidemment, sur un colloque à propos du numérique et de l'accompagnement des enfants diagnostiqués tôt ou tard autistes ou Asperger, votre poésie avait toute sa place ici. Alors, évidemment, nous vous lisons depuis longtemps, vous le savez, avec attention, mais en vous lisant, vous dites combien vous êtes attaché, Daniel, à la façon de parler de chacun. La voix est pour vous, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, la voix est pour vous signe des traits de personnalité de celui qui parle. Alors, je ne sais pas si... et vous dites, par exemple, que quand vous lisez Meuret, vous avez accès à qui il est. Alors, je ne sais pas si en vous lisant, on a accès un peu à qui vous êtes. Peut-être en vous écoutant. Alors, je suis ravie d'entendre votre voix et de vous donner la parole. D'abord, Daniel, est-ce que vous voulez bien nous expliciter un peu cette langue numérique et comment la poésie a commencé pour vous en chiffres et sa fonction
Vous avez raconté qu'elle avait été très importante par rapport à votre langue maternelle. Peut-être pouvez-vous nous dire, là vous parlez très bien, et vous écrivez dans Portrait le recueil de poèmes que vous venez de publier, à la fois des poèmes en anglais, à la fois en français. Après donc avoir dit des poèmes en chiffres, est-ce que vous voulez bien nous expliquer cette mutation, cette évolution dans le style et sans doute dans l'écriture? Je vous remercie. Merci d'abord à Myriam Chérel et à Éric Laurent pour cette invitation. Je remercie également l'Université de Rennes, ainsi que tout le monde présent. Merci à vous tous. Et un petit remerciement également à la librairie Le Fayère, voilà, qui est là présent aujourd'hui pour la dédicace qui suivra cet événement. En effet, j'ai comme langue maternelle l'anglais, comme vous venez de l'entendre, et en même temps, j'ai aussi une langue numérique. J'ai toujours eu comme sentiment l'idée d'appartenir à deux mondes, à la fois un monde terrestre, le monde natal, le monde tel que nous le connaissons tous, et puis un monde plutôt fait de mots et de nombres, et surtout de ces sensations qui dégagent à la fois de l'un comme de l'autre, des émotions de paix, de bonheur, de joie, mais également par moments des émotions plus noires, plus difficiles, plus ambiguës, plus compliquées. Et toujours enfant, c'était la lutte pour essayer de comprendre par quels moyens cheminer entre ces deux mondes pour pouvoir aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Est-ce que c'était par les mots en anglais, puisque je suis né à Londres, la seule que parlaient mes parents, c'était bien l'anglais. Et en même temps, c'était aussi dans cette langue, donc de l'anglais, la langue anglaise, que je souffrais de solitude, d'incompréhension, d'étrangeté, d'être étranger, d'être différent de l'autre, d'avoir le sentiment, même quand je parlais en anglais, que je parlais avec un accent. En tout cas, c'était le ressenti que j'avais et qu'avaient aussi les Anglais en face de moi, puisque quand je parlais, c'est comme s'ils ne me comprenaient pas et comme si je ne comprenais pas comment fonctionnaient les codes sociaux qui sont implicites dans la langue. Et donc, d'où venait cet intérêt aussi pour les chiffres, la langue que je voyais, qui n'étaient pas les chiffres en soi, mais des images, et des émotions et des textures qui se sont dégagées. Et de ces sensations-là, l'idée de chercher, et c'est aussi d'où venait cette passion pour la littérature, puisque c'est dans les livres qu'il y avait à la fois les mots et les chiffres, et les dialogues dans les romans qui étaient transparents. Je n'avais pas besoin de chercher pour comprendre l'autre. Je pouvais regarder dans un roman, regarder les dialogues, comprendre comment ça fonctionnait, une conversation, et puis essayer d'apprendre ces dialogues pour les utiliser à l'école avec mes camarades de classe. Et quelle surprise était la mienne de découvrir que les enfants dans les années 80-90 à Londres ne parlaient pas comme dans ces romans des années 40, 50, 60, dans les romans de bibliothèque, ces romans poussiéreux. Et quelle était donc mon ambition d'aller retourner à la bibliothèque, de chercher dans d'autres livres, mieux écrits sûrement, avec de meilleurs dialogues, pour aller toujours de l'avant et trouver les mots pour m'ouvrir aux autres. Et c'était finalement dans les livres de poésie que j'ai trouvé cette manière d'apprivoiser le langage, puisque dans la poésie, il y a la parole, je dirais même la parole nue, puisqu'il n'y a pas à proprement parler
personnage, il n'y a pas d'histoire en soi, il y a surtout les paroles qui travaillent ensemble pour créer quelque chose comme un phénomène langagier. Et quand on suit ce phénomène, quand on entre dedans, on devient vraiment nu soi-même face au langage, face au mystère du langage. Et on se dit aussi que c'est par ce moyen qu'on peut aller à la rencontre, d'abord à la rencontre du langage, pour par la suite aller à la rencontre de l'autre, à travers le langage. Mais il faut d'abord, c'était en tout cas mon sentiment, aller d'abord à la rencontre du langage en soi. Et à l'intérieur de chaque poème, par ses rimes, par ses allitérations, par l'attention infinie que portait le poète sur chaque mot, sur chaque rime, sur chaque lettre même, chaque son, chaque image, c'était par ce soin-là, par cette attention si précise, si imagée, que petit à petit, je me suis dit, il y a malgré tout une place pour moi dans ce monde qui est lui-même fait de mots, qui est lui-même un monde langagier. Oui, vous avez dit que cette langue numérique vous avait servi de traducteur de la langue maternelle et que c'est ainsi finalement que vous aviez pu parler la langue maternelle. Alors traducteur, est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous avez traduit finalement l'anglais, mais plus encore, c'est une traduction du monde qui vous entourait, n'est-ce pas? Oui, parce que je pense que dans chaque langue, on dit langue maternelle, c'est la langue que parle la mère et bien sûr le père aussi. Les frères, les sœurs, les camarades de classe, les amis. Mais notre langue à nous, à chacun, est autre chose aussi. C'est quelque chose qui vient des rencontres, des lectures, qui vient des sensibilités qui sont les nôtres. Et à chacun sa langue vraiment propre. Pour moi, il y a dans chaque conversation, dans chaque échange, une tentative de traduction. Et ça peut être d'un français appris à l'école vers un français qui est plus personnel, plus intime. Et ça peut être aussi bien du français à l'anglais, de l'anglais vers le français. Ça peut être, comme c'était mon cas enfant, d'une langue personnelle, privée, en quelque sorte, une langue numérique, une langue d'image, une langue de couleur, d'émotion, vers celle que parlaient les enfants qui m'entouraient, mes parents, donc l'anglais. Mais je pense que la traduction est un phénomène qui dépasse même le champ de langage. C'est quelque chose qu'on fait sans cesse, sans s'y penser. Et c'est une capacité essentielle pour comprendre l'autre, pour essayer d'entrer dans ses pensées. Pour parler aussi de la poésie, le tout premier poème que j'ai écrit, il fallait en quelque sorte le traduire puisque je l'ai écrit en chiffres. C'était un poème que j'ai écrit vers l'âge de 10 ans. J'ai joué au Scrabble avec un ami iranien. Avec sa famille, ils avaient fui l'ayatollah de Téhéran pour s'installer et avoir cet anonymat d'une banlieue londonienne. Et là, en jouant au Scrabble, et c'était souvent moi qui gagnais, parce que même s'il avait un anglais impeccable, moi j'avais tendance à inventer mes propres mots, comme beaucoup de poètes.
en herbe, et lui, il me faisait confiance puisque j'étais censé être l'anglais natal. Comme quoi, il se trompait totalement, mais j'ai eu ce jour-là envie de partir avec lui cet univers qui était le mien. On avait une certaine confiance née de cette étrangeté qu'on partageait, puisque lui il parlait avec un petit accent, il était différent des autres, il avait une peau plutôt basanée, il avait notre culture, notre religion, sûrement notre langue à la maison. Et donc on avait ça en commun en quelque sorte, et je lui ai donné un poème que j'avais écrit quelque temps auparavant. C'était 2 vers en chiffres. Et j'aurais pu les dessiner parce que ça aurait été plus juste de les dessiner ce que je voyais dans ma tête avec des couleurs, avec des dessins, avec des images. Mais j'osais pas. Je me sentais pas artiste. Donc j'écrivais simplement bêtement les chiffres et je lui ai donné ce texte. Il l'a lu, en tout cas il a essayé de le lire. Il a dit ça a l'air intéressant, mais bien évidemment je ne comprends pas. Donc j'ai essayé d'expliquer que pour moi les chiffres ont des formes et qu'à la fin de chaque vers, les 2 vers, il y avait un nombre qui n'était pas là par hasard puisque les 2 nombres rimaient dans ma tête. Il y avait comme une rime, c'était une rime visuelle. Et j'ai eu la chance il y a quelques années, en faisant des recherches pour un livre sur les langues qui s'appelle « Chaque mot est un oiseau », à qui on apprend à chanter. Il y avait tout un chapitre sur la langue des signes. J'ai pu parler avec quelqu'un qui parle comme langue maternelle, langue natale en tout cas, la langue des signes, et qui m'expliquait que dans la langue des signes, comme dans ma langue numérique, il y a des rimes visuelles, bien évidemment, des signes qui riment. Et j'ai dit, mais je comprends parfaitement, puisque c'est tout à fait mon cas aussi, de terminer un vers par le chiffre 11 et de terminer un autre vers par le chiffre 49, ça crée une rime, puisque le 11 c'est rond, et le 49 c'est rond aussi, mais c'est une autre rondeur. Et en faisant cela, on a un rime numérique et visuel. Donc j'expliquais ça à mon ami à l'époque, il y a 30 ans de ça, et il me disait, mais ça je peux comprendre, et ça c'est très intéressant. Donc il m'a encouragé. Il m'a dit, il faut continuer comme ça, il faut continuer à écrire. Et bien évidemment, quand j'ai eu cette vocation d'écrire par la suite, il y a 15 ans, et Portrait est mon 7e ouvrage déjà, avec un 8e qui va sortir en janvier. Je peux vous garantir, vous assurer en quelque sorte, rassurer, ces poèmes sont en anglais, en français, mais ne sont pas en chiffres. Sauf les chiffres à la fin, au bout de chaque page. Je voudrais, justement vous interroger sur ce que vous nous amenez à la fois dans votre expérience et dans votre réflexion sur cette expérience, sur le lien langue privée, langue commune. Au fond, il y a la thèse de Wittgenstein que vous discutez dans vos ouvrages, selon laquelle il n'y a pas de possibilité de langue privée, que la langue foncièrement est commune. Or, justement, il y a clairement une tension entre une langue privée, une langue commune, et elle est accentuée encore plus lorsque on inclut dans la question du chiffre, la question des mathématiques. Les mathématiques peuvent-elles, qui apparemment sont ce qu'il y a de plus commun, ce qu'il y a de plus universel, justement, il y a un usage privé, incarné par ce poème privé. Et d'ailleurs, votre réflexion sur la thèse de Wittgenstein a varié entre le début, dans Le Jour bleu, et puis disons l'éternité dans une heure où vous reprenez la question. Et donc, je voulais vous demander comment vous avez résolu le raccord avec disons l'objection wittgensteinienne. Je trouve que dans le travail de Wittgenstein, toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est la langue et qu'est-ce que c'est donc langue commune, langue privée, très intéressante, cette réflexion-là, puisque ça me parle tout particulièrement, bien évidemment.
L'idée de Wittgenstein, c'était de dire, et là où je suis totalement d'accord, qu'une langue, ce n'est pas simplement des mots, une longue liste de mots. C'était ainsi que j'ai eu le malheur de devoir apprendre le français et l'allemand au collège, au lycée. J'imagine que pour certains parmi nous, c'était le cas de l'anglais, par exemple, en France, ou d'autres langues étrangères, de nous donner une liste comme ça. Alors cendrier, alors fleurs, alors chaton, alors bâtiment. Et de se dire, voici la liste pour cette semaine. Et comment se dire que ça, c'est le français, ou que ça, c'est un moyen pour apprendre à converser, à rencontrer, à échanger avec l'autre. Et de la même manière, imaginez qu'on peut résumer une langue comme étant simplement quelque chose constitué de mots, de vocables. Je pense que c'est tout aussi trompeux comme manière de trompeuse même, comme manière de penser le langage. Justement, comme Wittgenstein, c'est dans la manière dont on utilise les mots. Et pour chaque langue, il y a des manières différentes d'utiliser des mots. Quand on parle je parlais de chaton, mais quand il y a la pluie, heureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, on parle en anglais d'une pluie si forte que c'est comme s'il pleuvait des chiens et des chats. Ça, c'est une expression très courante. Et je suis sûr en quelque sorte que quand les Anglais, les anglophones regardent les chats ou voient la pluie, il y a inconsciemment autrement ce genre de lien qui surgit. Mais qui n'est pas pareil chez l'allemand, chez le français, chez l'italien, l'espagnol ou autres. Il y a sûrement d'autres liens qui se font. Et quand on veut apprendre une langue, c'est ces images-là et ces connexions-là qu'il faut utiliser, il faut comprendre, il faut apprendre. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que comme enfant, je faisais pour aller vers le langage à travers la poésie, il faut entrer à l'intérieur même du langage. À l'intérieur même du langage pour voir ces connexions, voir ces images, voir ces liens qui sont le tissu même du langage. Et donc, là où votre réflexion très intéressante sur le caractère universel des chiffres, c'est en effet, il n'y a rien de plus universel que le nombre pi, que les chiffres, que les mathématiques. Et là où c'est ma particularité, c'est de prendre cette langue universelle que sont les mathématiques et de faire de ça une langue privée, et de faire de ça une langue personnelle, et même une langue poétique. Est-ce que par là, je donne une réponse à ce mystère, à ce questionnement de Wittgenstein sur la possibilité ou non de la langue privée, die Privatsprache de Wittgenstein? Je ne suis pas certain, puisque je pense que en effet, ce serait intéressant si jamais la possibilité était là, dans un monde idéal, de voir une communauté de ceux qui parlent cette langue numérique, qui est la mienne, et voir comment, avec le temps, les gens créeraient leurs propres expressions. Il y aurait des malentendus. Avec le temps, il y aurait des malentendus, y compris poétiques. Des lapsus. Des lapsus numériques. Qui glissent. Et effectivement, Cats and Dogs, pour la pluie, se glisserait entre l'allemand et un sujet allemand et un sujet anglais, utilisant la langue poétique chiffrée, on retrouverait des glissements. La solution de Lacan pour résoudre la question, c'est de dire une langue, c'est le dépôt de toutes les équivoques qu'elle a connues au cours de son histoire. La langue n'est pas du tout l'adéquation du mot et de la chose. C'est précisément le fait que, comme il n'y a aucune possibilité d'une adéquation mot-chose, que ça glisse, il y a une métaphore fondamentale, eh bien, il n'y a plus que des équivoques possibles. Et donc, on fait l'intégrale des équivoques possibles, c'est ce qu'on appelle à peu près une langue.
ce qui permet de glisser l'effet poétique privé et ce qu'il y a de commun. C'est une façon de toucher à ça. Mais effectivement, vous interrogez ça de façon... Par exemple, le poids que vous donnez au mot texture. Les chiffres ont à la fois une couleur, une forme, une texture. Ça marche aussi bien en français qu'en anglais. C'est-à-dire qu'il y a dans texture, il y a texte. Qu'au fond, les mots sont un texte, dans leur texture même. Il y a cette matérialité textuelle, disons, qui se retrouve là. Et ça me paraît justement se situer sur ce bord. Mais à propos de ce que vous disiez sur la liste de mots et la langue, je voulais vous interroger aussi sur un point, qui est que l'accent que vous mettez à la fois sur chaque mot est un oiseau qui chante, chaque langue, chaque chiffre a sa forme, sa couleur, vous mettez à chaque fois chaque, et avec une certaine distance par rapport à l'expérience du tout. Y compris dans le Jour bleu, vous parlez d'une rencontre traumatique avec l'expérience du tout. Et qu'au fond, comment... est-ce que d'abord ça correspond à quelque chose qui vous paraît être chez vous avoir une densité particulière, la façon dont vous utilisez à chaque fois le singulier, la particularité du chaque, considérer toute chose comme chaque, et en même temps se tenir à distance du tout. Je pense que cette envie, cette tendance, ce désir, cette nécessité, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre, en effet, se trouve aussi confronté à l'idée aussi de me tenir à distance, ce qui est paradoxal. Mais c'est nécessaire aussi de par mon vécu et aussi de par ma vocation de poète et d'écrivain, parce que sans distance, sans recul, impossibilité de comprendre et de saisir peut-être et de voir peut-être ce que d'autres ne voient pas, pour y être de trop près. On ne voit pas notre propre nez, par exemple, c'est trop proche. Et de la même manière, on ne voit pas souvent les mots qu'on utilise et les sens, parce que c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on débite même parfois, surtout quand il s'agit d'une langue maternelle. Voilà, c'est comme ça. Donc on utilise les formules ainsi. Et tout le travail d'un écrivain, et encore plus d'un poète, c'est de ne pas passer toujours par les mêmes sentiers battus, langagiers ou autres, mais au contraire d'essayer de tracer d'autres sentiers, ou en tout cas d'esquiver les clichés pour trouver le plus souvent, le mieux c'est par les mots les plus simples possibles, de nouvelles manières de percevoir, de voir, de ressentir. Et j'ai toujours eu à cœur, on parle d'objets numériques, je travaille avec un ordinateur, je ne travaille pas avec une plume, littéralement, j'utilise un clavier. Et ce qui est beau dans le mot clavier, c'est que si on enlève le C au début, si on enlève le R à la fin, il y a la vie. Et donc, dans le mot clavier même, au cœur de ce mot, il y a toute la vie. Et là, j'ai envie de prendre ce clavier et par les touches bien pianotées, créer une musique, créer quelque chose qui m'est propre et qui en même temps qui interpelle l'autre et qui donne un autre regard neuf sur la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Puisqu'on en parle tellement de la vie, on n'en comprend rien du tout, sauf à la vivre réellement, en chair en os, et à l'imaginer, à la rêver, à la lire et relire. Et
c'est donc cela que je fais tout en... Et c'est ça qui est très compliqué à faire. C'est à la fois de vivre l'instant présent et en même temps d'aller à la rencontre de l'autre tout en étant conscient de cette nécessité de distance et de recul que m'impose cette vocation d'écrivain et de poète. Et je voulais dire autre chose aussi rapidement. Vous avez évoqué la matérialité des mots. Je pourrais parler de la matérialité. C'est quelque chose qui... je parle aussi bien des images, des textures, en effet. Je parle peut-être pas assez de la force même des mots, la force, le poids des mots. Et ça, je ressens très nettement. Et dans ma poésie, c'est comme une pâte à modeler qu'il faut manipuler aussi. Il faut manipuler pour en créer des formes et des choses qui sont neuves, qui sont inédites, qui sont palpables, qui sont tangibles pour le lecteur. Donc là aussi, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre portrait, par exemple. Et ce qui est aussi pour rejoindre ce que vous avez dit très justement sur le fait qu'il y a toujours des limites à ce qu'on peut comprendre, les limites du langage. C'est que ce livre-là de portrait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, et c'est pour la première fois, c'est pour ça que c'est un texte si personnel et si intime, peut-être le plus intime de mes livres jusqu'à présent, c'est que c'est vraiment la parole nue. Donc je me mets en quelque sorte nu dans mes paroles, et à la fois en anglais, avec cette langue avec laquelle j'ai un rapport très très compliqué, et le français, qui est une langue que j'ai choisie. C'est un choix, c'est comme tomber amoureux. Et donc, il y a ces poèmes, ces textes poétiques qui sont à la fois en anglais et en français pour dire finalement qu'il n'y a pas de version définitive même de ses propres textes. Ce sont mes propres textes, mais même mes propres textes, j'en suis l'auteur. Mais c'est presque pour dire que la langue elle-même est le véritable auteur de ces textes. Que le français est écrit par moments mieux que l'anglais, ou différemment en tout cas. L'anglais peut-être aussi à le dessus pour certains vers, certaines phrases. Et se dire, mais je vous donne les deux. Et comme ça, vous allez voir, en comparant l'anglais, le français, l'anglais, comment adapter cette idée-là, comment traduire cette image-là, cette émotion, ce sentiment, ce vécu. Et toute l'idée là aussi, c'est de dire, mais il n'y a pas de texte définitif. Même l'auteur ne peut pas vous donner un texte définitif de sa propre main. Mais s'il est honnête, il peut vous donner, s'il a la capacité de parler plusieurs langues, il peut vous donner 2 langues et peut vous montrer par cette nécessité de traduction le fait que même dans ses propres textes, il y a des choses que lui-même il ne comprend pas, il ne maîtrise pas. Et il faut aller toujours d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre, pour essayer de trouver un recul, une manière de voir autrement ce qui pourrait, pour quelqu'un d'autre, sembler normal, quotidien. Mais c'est là le regard du poète qui dit, mais non, rien n'est banal, rien n'est quotidien, à condition de savoir bien le voir. Merci Daniel. Je voudrais revenir justement sur votre dernier ouvrage. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous aviez trouvé un trait commun entre vous et Meuret, que vous avez appelé étrangeté. Alors je file la métaphore en vous disant que j'ai dans l'idée que de cette étrangeté, vous avez fait une œuvre, puisque vous le rappelez, il y a beaucoup d'ouvrages. Et je dirais à vous lire au fil des années, votre style s'est énormément renouvelé, c'est très nouveau. Là, quand vous dites que vous vous êtes mis à nu, eh bien écoutez, c'est formidable de vous entendre dire ça, parce que il n'y a qu'un seul autoportrait. Tous les autres sont des portraits. Vous faites état de personnages extraordinaires,
connus, inconnus. Et en fait, à vous lire, d'abord, j'ai été très sensible à votre langue poétique en français. J'avoue que je perçois moins la subtilité de la poésie en anglais. Et il m'a semblé que chacun des textes, chacun des portraits, vous les aviez conçus, écrits en prélevant aussi un trait que vous auriez, c'est ma question, que vous auriez de commun avec ces autres personnages. Et que moi, il m'a semblé que c'était comme ça, en suivant votre adage. Puisque j'étais partie au début, quand j'ai ouvert ce livre, je me suis dit, Daniel dit qu'en lisant un poète, on sait un peu qui il est. Alors, je vais lire ce livre en me disant peut-être que je vais savoir un peu qui il est en tant que poète. Et effectivement, j'ai eu l'impression que chaque portrait, vous aviez prélevé un trait chez ces personnages qui vous ont séduit, qui vous ont plu, et vous racontez leur vie, mais tout en, finalement, ce trait, c'est un peu de vous. Et c'est en quoi, il me semble qu'on vous connaît peut-être un petit peu mieux. Et c'est pourquoi on est touché, sans doute. C'est l'idée de portrait. En effet, il y a sûrement de l'autoportrait dans ce texte. Je ne sais pas d'où viennent à chaque fois les images qui m'habitent, les mots que je choisis. J'ai à chaque fois l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et en même temps de l'intérieur à la fois. Et d'où aussi l'intérêt de les écrire et de les adapter par la suite. Alors, pour certains, ce sont des textes que j'écris d'abord en anglais, puis adaptés en français, mais parfois, ce sont des textes que j'écris d'abord en français, et puis ensuite traduits en anglais. Et sont à la fois les personnages connus pour certains, comme Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité. On a beaucoup parlé récemment avec les polémiques russes sur son âge, puisque mathématiquement parlant, c'est un âge plus que vénérable, et c'est quasiment incroyable, 122 ans et demi. Et néanmoins, apparemment, les preuves sont assez définitives. C'était bien elle, c'était pas sa fille. C'était bien elle. Donc, et moi, ce qui m'intéresse chez quelqu'un comme ça, par exemple, que j'ai jamais rencontré, c'est que je suis fasciné par l'idée d'incarner des choses qui nous semblent... Le temps, par exemple, le temps qui passe, c'est invisible, on ne le sent pas, et en même temps, c'est universel, c'est notre élément. Là, avec quelqu'un comme Jeanne Calment, on voit qu'est-ce que c'est, on peut imaginer en quelque sorte qu'est-ce que c'est. Tout le mystère d'incarner, à proprement parler, incarner un laps de temps si énorme, de sorte qu'elle, en 1995, 96, 97, on est donc à l'époque de Jacques Chirac, et elle avait connu une France avant la Tour Eiffel, par exemple. Elle avait connu une arrière-grand-mère qui avait, elle, connu la Révolution française. Donc, on avait, il y a 20 ans encore, quelqu'un avec des souvenirs personnels de la Révolution française, 2 siècles auparavant. Et qu'est-ce que c'est, dans un seul corps, d'avoir 2 siècles de souvenirs? Et je trouve ça incroyable, incroyablement poétique, beau, fascinant. Donc, je voulais interroger le temps, interroger le souvenir, interroger le corps aussi, par ce poème-là. Et puis, d'autres qui sont des grands-mères que je connais personnellement, que vous connaissez moins, forcément, ou des belles-mères, ou d'autres. Et celle qui ne se teindait plus les cheveux. Voilà, ça c'était la grand-mère. Et pour dire que ça, c'est des personnages qui n'existent que à travers ces poèmes-là, dans la littérature française, je veux dire, mais on connaît tous des grands-mères ou des belles-mères ou des personnages comme ça
sont des personnages universels, mais encore une fois, qu'on ne voit pas, on voit très peu dans la littérature réelle. Et donc j'avais envie, je n'avais pas eu l'occasion par le passé de parler d'elle, donc ces poèmes-là m'ont donné l'occasion. Pourquoi ces personnes, qu'est-ce que toutes ces personnes, femmes, hommes, des personnes très âgées, des personnes jeunes, des personnes qui sont très célèbres, des personnes qui sont anonymes. Il y a un poème sur Tchekhov, par exemple, donc quelqu'un, un très grand écrivain. Il y a un poème sur un astronaute, Neil Armstrong, qui a l'uni il y a 50 ans. Et en même temps, des personnes qui sont oubliées de l'histoire. Et pourquoi? Mais c'est à chaque lecteur, je pense, de me le dire, parce que je pense que pour moi-même, c'est un mystère. Et vous émettez des hypothèses. Voilà, il y a quand même des hypothèses. Je devrais dire aussi et remercier, elle n'est pas ici aujourd'hui, mais Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, qui a eu la gentillesse d'écrire une préface très intéressante, très enrichissante sur son regard, donc psychanalytique, philosophique, c'est pas grave, ça. de cette œuvre et de cette poésie. Et c'est vrai que les premières personnes que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées avant ceux de la vie de tous les jours, c'était les gens des personnages de livres aussi. Et des personnages aussi. La poésie n'a pas de personnage à proprement parler, mais pour moi, chaque poème est comme un personnage. La langue devient personnage par les mots du poète. Et donc, avant même d'aller rencontrer, essayer de lier connaissance avec d'autres personnes, toute une amitié qui m'entourait, de poèmes, de textes, de mots. Et donc là, je reviens à ça, dans ce texte-là. Et sûrement, il y a des mots qui sont des mots très vieux que j'utilise depuis 35 ans, depuis mon plus jeune âge, et qui se retrouvent dans ces poèmes, ces textes, parce que c'est uniquement avec ces mots-là que je trouve manière de donner vie à ces personnes-là. Et juste un dernier mot pour dire que ce que je trouve incroyable dans la littérature, dans la langue, c'est, puisque mon futur livre parle de la foi, et c'est ce pouvoir quasi divin qu'ont les mots, le langage, de créer les univers et de ressusciter les morts le temps d'une lecture. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir ce pouvoir-là, ce super pouvoir-là. Et ça, c'est une chance incroyable. Une dernière question à Éric Laurent avant de justement finir sur son dernier poème, son autoportrait. Si vous aviez une dernière question, Éric Laurent. Précisément sur les rapports d'un côté, l'expérience de l'infini, l'incarnation. Vous disiez qu'en récitant Pi, vous aviez à un moment l'idée d'incarner cet infini dans l'effort même, là, et la particulière synesthésie qui a lieu là. Au fond, je voulais vous interroger sur maintenant, quelle est la façon dont ce que vous avez avancé de la synesthésie pour tous. Au fond, nous sommes tous des synesthésiques, mais nous l'avons oublié. Certains ne l'oublient pas. Certains, ou par précisément leur possibilité, ne l'oublient pas. Et ça va très loin, puisque vous avez, à la fois, c'est la thèse aussi de Ramachandran, qu'au fond, le langage, c'est venu de là, d'une synesthésie pour tous. Mais vous en avez fait une version très particulière, et en particulier cette espèce de synesthésie de l'infini qui vient là faire comme une sorte de point d'orgue. Oui, pourquoi le nombre pi? Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. Les gens parfois me posent la question, est-ce que ça aurait pu être un autre nombre? Il y a dans les mathématiques
quantité de nombre infini. Pourquoi ce nombre-là? Et je n'ai pas d'autre réponse que de dire, mais parce que c'était moi, parce que c'était pi. Mais je pense que ce nombre en particulier, j'ai eu la chance de le côtoyer adolescent au collège et d'être tout de suite frustré parce qu'on ne nous donnait que des premiers chiffres. Et c'était pour moi incroyable, comme si on voulait découvrir Shakespeare en donnant que les premiers mots d'Hamlet. Et je me suis dit, il faudrait aller trouver un livre où il y a les chiffres de nombre pi. Bien évidemment, ce livre n'existe pas, sauf peut-être dans mon imaginaire. Mais il y avait néanmoins un livre à cette époque où il y avait, je crois, les premières 500 décimales. J'ai gardé longtemps ce livre avec moi. Et plus tard, quand, revenant aux objets numériques, j'ai eu la chance de découvrir Internet, je suis allé sur le site d'un ordinateur de Tokyo qui n'avait pour seule tâche, seul métier de calculer sans cesse les nombres de nombre pi, les chiffres de nombre pi, par milliard. Et donc j'ai imprimé par page de 1000 ces chiffres-là, 1 page, 3 pages, 5 pages, 8 pages, 12 pages, 15, 20, 23 pages. Et j'ai passé tout un hiver magique, entre 2003 et 2004, à apprendre par cœur, vraiment par cœur, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sensibilité, les mêmes que je mets dans mes poèmes aujourd'hui, ces premiers 22 514 décimales de nombre pi. Et avec l'idée que par ces nombres, je trouverai les mots, enfin, pour dire mon parcours, mon vécu, mon envie d'aller à l'encontre de l'autre. Puisque c'est une langue numérique maternelle chez moi, j'ai retrouvé tout de suite dans ces chiffres les couleurs, les émotions, les formes qui m'accompagnaient depuis déjà tant d'années. Et de les réciter, c'était comme être dans un théâtre à l'écoute de quelqu'un qui récite une pièce de Shakespeare, ou une pièce de Goethe en Allemagne, ou une pièce de Molière en France. Sauf que là, c'est une pièce écrite dans la langue universelle, en effet, la langue des nombres, et avec mon propre accent, l'accent de ma langue numérique à moi. Et les gens qui écoutaient ce jour-là, ils étaient moins nombreux que vous aujourd'hui, mais ils étaient aussi divers. C'était des gens qui venaient de partout, et des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui venaient en touristes et d'autres en mathématiciens, qui avaient pour mission de vérifier que je ne disais pas de bêtises, qu'il s'agit bien de nombre pi, et de vérifier chaque chiffre. Mais plus intéressant encore, c'était la rencontre ce jour-là qui a fait de moi un écrivain, puisque pour la première fois, j'avais envie non seulement de compter, mais de raconter. Et pendant 5 heures et 9 minutes, j'ai le bonheur infini d'incarner, par mon corps, ma voix, qu'est-ce que c'est l'éternité. Et de trouver dans ces chiffres les mots pour dire tout cela, les moments de joie, les moments de frustration, les moments de solitude. Et je me souviens très bien que réciter pendant ces 5 heures et 9 minutes, le seul sentiment que j'avais sur le coup, c'était vraiment celui, c'est paradoxal, mais c'était vraiment celui de la solitude absolue. Je me souviens très bien que j'ai récité, j'avais jamais auparavant récité les nombres pi en une seule fois comme ça. Je ne savais pas qu'est-ce que ça allait me faire de réciter pendant tant de temps. Au bout de 10 minutes, je n'avais récité que 1000 chiffres. Je savais que j'avais tant encore à faire. Et je me suis dit, mais je me sens si seul, puisque je ne peux pas m'arrêter. Le moment que je m'arrête, c'est fini. Je ne peux plus continuer. Et les autres ne pouvaient pas m'aider. Personne ne pouvait m'aider. J'étais seul là-dedans. Il fallait continuer. Chaque chiffre pour aller vers l'autre, et l'autre, et l'autre, et ainsi de suite. Et
je continue ainsi comme cela. Et ce qui s'en est suivi, c'était quelque chose de magique. Très vite, et c'était complètement inattendu et étonnant, comme une complicité entre le public et moi. Les gens comprenaient, en quelque sorte, ce que je leur disais. Comprenaient par les rimes que j'employais inconsciemment, par l'intonation, par l'émotion que trahissait ma voix, ces chiffres. Et ils écoutaient vraiment avec beaucoup d'émotion mutuelle, commune. Et au bout de ces 5 et 9 minutes, j'avais donc cette certitude même que la solitude, finalement, c'était quelque chose d'essentiel chez moi et en même temps quelque chose qui, par moments, m'était possible de dégager pour justement aller vers l'autre. Mais c'était quelque chose de paradoxal, que c'était par la solitude, finalement, de cette rencontre qui commençait par la poésie, enfant, que j'ai trouvé les mots dans les chiffres pour aller vers l'autre et dire toute ma vie, tout mon vécu, toute ma vérité en quelque sorte, et continuer ainsi depuis 15 ans, d'ouvrage en ouvrage, d'essais, en passant par les romans, et aujourd'hui les poèmes. Alors, pour faire comme vous venez de nous le dire, je vous propose, Daniel, de conclure en lisant le seul autoportrait dans ces poèmes, L'univers et moi. Et ensuite, nous pourrons retrouver, et vous pourrez un à un converser avec Daniel Tammet dans le hall L, comme ce matin, où il dédicacera son livre. On vous écoute. Bon, mais je vais quand même choisir la version française du texte, même si je ne doute pas un instant de votre capacité à certains de maîtriser parfaitement l'anglais. Ça s'appelle L'univers et moi. L'univers, on a vu des anniversaires. Son âge, 14 milliards et 38 ans. Aux 14 milliards d'années passées depuis le Big Bang, s'ajoute mon bref séjour sur Terre. Je lève les yeux vers le ciel et contemple ce grand âge qui nous effraie et qui nous opprime. Nos amours d'une nuit ou d'une vie nous renvoient l'image de créatures jamais à la hauteur infime. Pourtant, je me souviens d'étés qui semblaient durer une éternité. L'univers n'en sait rien. Les galaxies et les êtres humains occupent différents fuseaux horaires. Je suis né 10 ans après que Neil Armstrong a l'uni en direct en noir et blanc. L'homme dans son costume d'astronaute nous paraît aujourd'hui hors du temps. Il avait mon âge. Mes atomes, je le sais, me sont seulement prêtés. Je les vois quand je me promène au soleil, le carbone des arbres, le silicium des fenêtres, l'hydrogène dans mon café. Je suis un citoyen de l'espace. Poussière d'étoiles tuée, à la poussière d'étoiles tu retourneras. Qu'est-ce qu'une vie? Des moments suspendus à l'infini, la musique du vent dans les arbres, les sourires qu'encadrent les fenêtres, le parfum chaud et terreux du café, des petits riens par milliers, par millions, milliards, 14 milliards et plus encore. Je
Je voudrais ajouter que chacun, enfin en tout cas bon nombre de poèmes sont illustrés par des très belles photographies de Jérôme Tabet. Et ça donne encore une autre dimension à cette poésie. On retrouve Daniel dans le hall L et nous reprendrons très précisément à 16h30. Merci.